Depuis toujours, l'humanité combat le vieillissement. Ce combat pourrait bientôt finir, des scientifiques auraient trouvé comment l'inverser. Mais si ce remède coûtait la vie? Je suis Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous examinons la science et les risques de l'inversion du vieillissement. Nous avons toujours pensé que le vieillissement était simplement notre corps qui s'use, comme un ordinateur qui tombe lentement en panne. Il s'avère que ce n'est peut-être pas du tout un problème de matériel défectueux. C'est peut-être comme un logiciel corrompu. Un laboratoire de Boston dit avoir trouvé le disque de sauvegarde de nos cellules, une version originale intacte stockée dans notre corps. En activant un interrupteur moléculaire de réinitialisation, ils ont effacé jusqu'à 57% du vieillissement biologique de tissus animaux en quelques semaines. À présent, la FDA donne son feu vert aux essais sur l'homme, qui pourraient commencer dès avril 2026. Vos cellules pourraient ne plus jamais vieillir de la même manière. Le biologiste de Harvard, le docteur David Sinclair, étudie la théorie informationnelle du vieillissement, ou ITOA, depuis les années 1990. On croyait que le vieillissement résultait de dommages à l'ADN, mais la théorie de l'information du vieillissement change cette vision. Le vieillissement se produit lorsque nos cellules perdent les instructions qui leur indiquent comment rester jeunes. Toutes nos cellules partagent le même ADN. C'est ce qui fait des humains, et des mouches. Mais les cellules possèdent aussi un autre ensemble d'instructions appelées information épigénétique. Ces marques indiquent aux cellules quels gènes activer ou désactiver, sans modifier l'ADN lui-même. Elles orientent une cellule pour qu'elle devienne une cellule de peau, de poumon, ou de tout autre type. Contrairement aux mutations de l'ADN, les modifications épigénétiques peuvent changer avec le temps, et être potentiellement réversibles. Ils ont utilisé une sorte de polissage biologique appelé facteur de Yamanaka pour effacer les marques épigénétiques et rajeunir les cellules. Ces petits super-héros génétiques reprogramment les cellules, leur offrant un nouveau départ. En réalité, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Les facteurs de Yamanaka sont 4 protéines spécifiques, appelées OCT4-SOX2, KLF4 et CMYC. Lorsqu'elles sont combinées, ces protéines ont la capacité unique de transformer des cellules ordinaires en ce qu'on appelle des cellules souches, pluripotentes induites, ou CSPI. Les CSPI peuvent devenir presque toutes les cellules du corps. L'ajout des 4 facteurs à des cellules matures réinitialise leur identité à un état plus jeune. Le potentiel de cette découverte est immense. Les CSPI pourraient servir à créer de nouveaux tissus, ou même à cultiver des organes pour des greffes. Cela paraît incroyable, mais il y a un hic, et il est terrifiant. Une trop de facteurs de Yamanaka peut ramener une cellule à un état de cellule souche vierge, sans instruction sur sa destinée. Sans orientation, elle peut rapidement devenir incontrôlable et se transformer en une tumeur mortelle à croissance rapide. Le coupable, c'est le facteur CMYC, qui favorise la prolifération cellulaire et le métabolisme. Cette protéine favorise la croissance et permet la transformation d'une cellule d'origine en cellule souche. Mais la croissance rapide de cellules non programmées mène à une seule chose, l'accélération rapide des tumeurs cancéreuses, ou la tumorigenèse. Par un retournement cauchemardesque, le remède anti-vieillissement devient la cause d'un super cancer. C'est ce qui s'est produit quand les laboratoires ont appliqué la découverte de Yamanaka aux cellules animales. Comme Sinclair l'indique, d'autres laboratoires ont introduit les 4 facteurs de Yamanaka, ce qui tue les souris et cause des tumeurs. Alors Sinclair et l'étudiant-chercheur Yuan Changliu ont décidé d'essayer une expérience simple mais négligée. Ils ont exclu le facteur problématique CMYC, utilisant seulement les 3 autres pour l'expérience. Ils ont ajouté un interrupteur de sécurité activé par antibiotiques, permettant d'activer ou désactiver la transformation. Ils ont ensuite injecté ce cocktail à des souris devenues aveugles, à cause du glaucome. Au lieu de déclencher un cancer, l'expérience a en fait inversé la cécité des souris. La prochaine étape, ce sont les humains. La FDA a discrètement approuvé les premiers essais sur l'homme avec cette méthode, tout en appelant à la prudence pour de bonnes raisons. Ce dispositif de sécurité à base d'antibiotiques a peut-être fonctionné chez la souris, mais s'il échoue chez l'homme, il causera des tumeurs dans tout le corps. Sinclair devait élaborer un protocole d'essai clinique pour débuter les tests sur l'homme, minimisant les risques afin d'obtenir l'approbation de la FDA. Il devait trouver une zone du corps où d'éventuels problèmes pourraient être circonscrits sans danger. Et tout comme dans l'expérience originale réussie de Sinclair, ils ont choisi l'œil. À première vue, l'œil ne semble pas être un organe peu risqué pour ce type d'expérience. Il doit bien y avoir une partie du corps moins importante, comme la peau de votre orteil. Il y a de très bonnes raisons médicales pour que la FDA et Life Bioscience, la société de Sinclair, choisissent l'œil. L'œil est une sorte de chambre biologique, confinée. Il bénéficie d'une surveillance immunitaire limitée. Le système immunitaire ne s'y concentre pas, autant que sur des organes comme les poumons.
Cela rend des traitements comme la thérapie génique de Sinclair bien moins susceptibles de provoquer une inflammation nocive. Vous pouvez aussi injecter des thérapies géniques dans l'humeur vitrée, la substance gélatineuse de l'œil, ce qui réduit les risques d'effets indésirables ailleurs dans le corps. L'œil se surveille aisément par imagerie non invasive, permettant aux scientifiques d'observer rapidement et précisément les effets du traitement. Des maladies comme le glaucome entraînent une perte de vision irréversible, sans traitement régénératif, faisant de l'œil un candidat idéal pour cette thérapie. Si ces essais réussissent, les humains pourraient ajouter des années, voire des décennies, à leur vie. Il faudra donc un bon divertissement pour occuper ce temps, en plus. Alors assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner, car vous allez rester là un bon moment. L'essai clinique de Live Bioscience sur leur formule appelée ER100 commencera début 2026. Ce n'est pas un simple essai médical, les enjeux pourraient être bien plus grands. Si les nerfs optiques du patient rajeunissent et que sa vision revient, l'horloge biologique sera brisée. Les conséquences pour l'existence humaine pourraient être incalculables. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a 2,2 milliards de personnes sur la planète souffrant de troubles de la vision. 1 milliard d'entre elles souffrent de troubles évitables ou non traités faute d'accès aux soins de base. ER100 pourrait rendre la vue à des millions de personnes dans le monde, surtout à celles qui en ont le plus besoin. Et ce n'est qu'un début. L'équipe de Bioscience Life estime que leur technologie pourrait s'appliquer à la perte d'audition, aux maladies du foie, des poumons, à l'atrophie musculaire, aux maladies neurodégénératives et plus encore. Et bien sûr, il y a le Saint Graal, inverser complètement le vieillissement. Aux États-Unis, l'espérance de vie moyenne est actuellement d'environ 79 ans. D'autres pays développés comme le Japon, la Suisse, l'Allemagne et l'Australie vivent en moyenne jusqu'à environ 85 ans, tandis que les pays moins développés vont de 64 à 76 ans. Imaginez que l'espérance de vie moyenne grimpe à 150 ans, grâce aux effets de rajeunissement de l'EER100. Qui ne voudrait pas vivre 2 fois plus longtemps, surtout si l'on pouvait rajeunir son corps d'une simple injection de thérapie génique. Ce rêve de travailler jusqu'à la retraite à 60 ou 65 ans serait brisé, avec une espérance de vie moyenne de 150 ans. Les gens devraient probablement travailler bien au-delà de 100 ans. La retraite traditionnelle à 65 ans deviendrait tout simplement insoutenable, et une population active de plus en plus âgée aurait besoin de pauses dans sa carrière, d'une formation continue et d'un apprentissage tout au long de la vie, simplement pour rester pertinente. La planète souffre déjà d'une inégalité de richesse extrême et croissante. Les générations plus âgées accumulent généralement plus de capital et de contrôle sur les ressources que les générations plus jeunes. Une grande partie du monde connaît déjà une crise démographique à cause de taux de natalité très bas. The Lancet Institute for Health Metrics and Evaluation prévoit que les taux de fécondité mondiaux vont continuer de baisser. Le taux de fécondité total de l'Europe de l'Ouest devrait tomber à 1,37 d'ici 2100. C'est bien en dessous du taux de 2,1 nécessaire pour maintenir la taille de la population. Avec le vieillissement mondial et la baisse des naissances, les inégalités d'âge augmentent rapidement. En 1989, les ménages âgés possédaient 3,8 fois la richesse médiane des ménages avec enfants. En 2013, ce ratio est passé à 12 fois et demi. Cette disparité ne ferait que s'accentuer si l'âge moyen doublait, limitant la mobilité économique des plus jeunes. Il y a aussi les considérations liées à la santé. Et si la technologie anti-âge permettait aux gens de vivre plus longtemps, mais sans réduire les maladies sous-jacentes liées à la vieillesse? Les sociétés risquent des décennies de fragilité et de maladies chroniques, faisant peser un lourd fardeau sur les gouvernements et les jeunes générations, contraints d'assumer l'explosion des coûts de santé. Sinclair affirme que l'inversion du vieillissement sera confirmée ou non en 2026. Comme les nouveaux traitements subissent de longues années d'essais cliniques, il est difficile d'être sûr que la sécurité à long terme soit vraiment prioritaire. Comment compte-t-il exactement déterminer la sécurité à long terme de l'ER100 en une seule année? Ce n'est pas clair. En définitive, la technologie de Sinclair a un fort potentiel pour résoudre un défi humain majeur. Il serait absurde de ne pas l'explorer. Comme pour l'IA, personne n'a vraiment pensé aux conséquences avant son déploiement. La quête de l'immortalité, ou de quelque chose qui s'en rapproche, ainsi que les milliards de profits potentiels que l'UR100 pourrait générer, semblent peser bien plus lourd. C'est une perspective inquiétante pour nous, surtout quand la recherche est dirigée par une personnalité aussi controversée que Sinclair. Bien qu'il ait de nombreux admirateurs et semble disposer de beaucoup de financement, beaucoup d'autres dans le domaine sont bien moins convaincus par sa théorie, son travail et ses réalisations. En février 2024, Animal Bioscience, qu'il a cofondé, a déclaré qu'un complément alimentaire pour chiens avait inversé le vieillissement.
Des scientifiques tels que Nir Barzilai et Matt Kaberlein ont jugé cette affirmation prématurée et guidée par des intérêts commerciaux, Kaberlein traitant Sinclair de vendeur d'huile de serpent. Plusieurs scientifiques ont quitté l'Academy for Health and Lifespan Research en signe de protestation, poussant Sinclair à démissionner de la présidence en mars 2024. Suite à ces controverses, de nombreux scientifiques ont appelé à la prudence sur son travail, soulignant la nécessité d'une validation rigoureuse et d'une communication éthique. Pour beaucoup, les essais ER100 soulèvent plus de questions dérangeantes que de réponses enthousiasmantes. En fin de compte, que cela nous plaise ou non, un monde sans vieillissement semble arriver à toute vitesse, et nous sommes ligotés sur les rails. Mais que se passe-t-il si vous survivez à tous ceux que vous connaissez, et à tout ce que vous pensiez important? Découvrez-le dans « Voici ce dont la dernière personne sur Terre devrait s'inquiéter, et ce n'est pas la nourriture », ou cliquez sur cette vidéo.